Si Mars reste la principale colonie installée par la Fédération, le début de l'âge du Warp a également permis à l'humanité de s'éparpiller aux quatre coins du système solaire. Ces colonies lointaines, bien que moins prolifiques, n'en présentent pas moins de gros intérêts financiers et stratégiques, aussi bien pour la FPT que pour l'AMI. Mais malgré la volonté d'expansion de la Fédération, ces moyens ne furent cependant pas suffisants pour coloniser toutes les planètes du système solaire, et ce pour diverses raisons. Mercure, pour commencer, se trouve trop près du Soleil, et son absence d'atmosphère, depuis longtemps vaporisée par les radiations, provoque d'énormes écarts de température à sa surface, allant de moins 180 degrés Celsius la nuit à plus de 450 degrés en pleine journée. Cet environnement mortel, combiné à l'absence d'intérêt stratégique, a fait qu'aucune mission de colonisation de Mercure n'a jamais été envisagée par la Fédération. Pour sa part, la grande ceinture d'astéroïdes marque la délimitation entre les planètes telluriques et celles gazeuses à l'extérieur du système solaire. Les astéroïdes sont une ressource importante de minerais et de matériaux de toutes sortes, mais les risques de collision encourus pour une base placée sur l'un d'entre eux sont si élevés que le jeu n'en vaut généralement pas la chandelle. La grande ceinture est, de fait, utilisée comme simple dépotoir de l'humanité qui jette la majorité de ses ordures. Saturne, quant à elle, est le dernier monde actuellement accessible sans risque par l'humanité, et ce bien que la technologie Warp se fiabilise chaque jour un peu plus, permettant des bonds toujours plus lointains. N'étant pas colonisée de par son éloignement prohibitif, Saturne est essentiellement connue pour être une destination très en vogue chez les riches touristes voyageant dans les impressionnants yachts de croisière de la société Nové. Les zones plus lointaines du système solaire sont pour ainsi dire vides, et même si quelques missions scientifiques ont pu s'approcher suffisamment près d'Uranus pour y faire des prélèvements, la distance est telle qu'aucune technologie Warp usuelle ne permet un voyage totalement sécuritaire, rendant chaque mission dangereuse et imprévisible. Seuls des vaisseaux disposant d'outils de navigation extrêmement perfectionnés, généralement des prototypes, peuvent espérer explorer ces régions éloignées, et même ainsi les chances de succès sont toujours incertaines. Neptune, et à plus forte raison Pluton, n'ont par ailleurs jamais été officiellement approchés par un vaisseau avec équipage. Et même si des rumeurs courent à propos de capitaines courageux capables de faire l'aller-retour, il ne s'agit souvent que d'histoires de marins parmi tant d'autres, servant à animer les soirées généralement bien arrosées entre deux voyages. Le satellite naturel de la Terre fut le premier astre colonisé par l'humanité, et ce avant même l'invention de la propulsion Warp. Investie en 2087 par une large opération de colonisation, la Lune est rapidement devenue une source de profit importante pour l'Independent Asian Circle, puis pour la Fédération planétaire terrienne. Elle dispose en effet d'importantes ressources minières, en particulier du silicium présent en grande quantité, mais également du titane, de l'aluminium, du thorium et même de l'uranium. Une gageure, vu que tous ces matériaux sont très utilisés dans la fabrication de nombreuses technologies modernes. Ainsi, la Lune a longtemps été l'une des stations minières les plus productives de la Fédération. Elle fut également la base de lancement de la plupart des missions d'exploration et de colonisation du système solaire. Aujourd'hui, pourtant, elle s'attelle à une autre tâche, tout aussi importante, puisqu'il s'agit du principal port d'attache de la flotte fédérale. Le gigantesque complexe portuaire cerclant l'équateur de la Lune sert ainsi non seulement à parquer l'immense flotte de guerre de la Fédération, mais également de carrefour marchand faisant transiter des milliards de tonnes de marchandises à destination de la Terre ou du reste du système solaire, et permettant une escale bienvenue à la multitude de cargos et de vaisseaux civils sillonnant l'espace. Autre point notable, elle accueille également le siège de l'unité de contrôle aérospatial, la structure gouvernementale chargée de tester et d'approuver la mise en service des prototypes et des technologies spatiales. Tout cela contribuant à faire de notre satellite l'un des pôles commerciaux, militaires et industriels les plus riches de la Fédération. Vénus vit sa colonisation démarrer peu après celle de Mars. Cependant, la Fédération déploya bien plus de ressources vers la planète rouge, plus facile à terraformer et plus symbolique que l'étoile du berger. En effet, Vénus dispose d'une atmosphère très dense, composée à 95% de dioxyde de carbone, mais ayant également une forte proportion de dioxyde de soufre, provoquant de constantes précipitations à base d'acide sulfurique. Ce climat corrosif rend, de fait, toute opération en surface extrêmement hasardeuse, tant au niveau des risques humains que matériels. De même, la densité de l'atmosphère de Vénus provoque un effet de serre important, faisant de sa température de surface un enfer ardent encore plus chaud que celui de Mercure et rendant ainsi encore plus difficile l'installation humaine. À cela s'ajoutent des tempêtes permanentes dont les vents avoisinent facilement les 360 km/h, déracinant tout aussi facilement un matériel trop léger qu'un visiteur mal protégé et obligeant l'érection de lourds bunkers de protection pressurisés et résistants aux pluies acides pour ne serait-ce qu'espérer poser le pied sur la planète. Cela en considérant bien sûr qu'un vaisseau de transit puisse tenir suffisamment longtemps dans ces conditions extrêmes pour y déposer son équipage en toute sécurité. C'est pour cette raison que la majorité des rares installations de surface de Vénus sont des stations flottantes en haute atmosphère, là où les conditions sont moins favorables à une mort violente. C'est aussi pour cela que la Fédération eut pour objectif principal d'assainir l'atmosphère de Vénus avant d'envisager d'autres installations.
Et c'est pour ce faire qu'elle a lancé la construction de 2 stations de terraformation en orbite autour de la planète. La mission de ces 2 stations, Patros et Plébos, est ainsi d'en éliminer la densité en la pompant continuellement et en y réintégrant de l'oxygène produit au fur et à mesure. C'est une tâche de longue haleine, déjà difficile au départ, mais rendue presque impossible depuis l'indépendance de Mars. En effet, la sécession de la planète rouge a amplement refroidi les ardeurs colonialistes de la Fédération, et très peu de fonds sont débloqués pour accélérer le processus de terraformation de Vénus. Un processus devant à l'origine ne durer qu'un peu moins de 50 ans, mais qui aujourd'hui n'avance qu'à tâtonnement et ne semble pas vouloir se finir avant plusieurs siècles. Les 2 stations en orbite proche autour de Vénus sont de gigantesques centres scientifiques et militaires, conçus à l'origine pour pouvoir pomper et dégrader l'atmosphère de la planète en molécules plus petites, et ce afin d'y récupérer de l'oxygène, en partie consommé par la station, mais également réinjecté régulièrement sous forme de dioxygène dans l'atmosphère de la planète. Le carbone et le soufre résultant de l'opération sont en outre raffinés et revendus sur Terre, permettant ainsi aux stations de retirer quelques bénéfices de leur travail fondamentalement désintéressé. Au niveau structurel, les 2 stations sont par ailleurs dotées de puissants générateurs de Higgs qui, à l'instar de ceux des villes martiennes, permettent à la population d'y vivre sous une gravité normale. Une autre particularité, plus déplaisante, du moins dans certaines circonstances, est qu'elle bénéficie d'un environnement entièrement artificiel et aseptique, causant ainsi un affaiblissement conséquent du système immunitaire de la population et la rendant terriblement sensible aux maladies en dehors de la station. C'est sans doute cet état de fait qui a fortement augmenté la popularité des thérapies géniques et de la vaccination parmi les habitants. Patros est la plus vieille des 2 stations jumelles et de fait occupe une place prépondérante dans la politique de la colonie. C'est en effet elle qui sert d'intermédiaire avec le reste de l'humanité, que ce soit en termes de commerce ou de diplomatie. Disposant d'une population d'à peine 200 000 habitants, Patros n'est clairement pas le foyer de peuplement le plus important du système solaire. Il s'agit cependant de la station autonome la plus massive encore en activité aujourd'hui. Sa population est par ailleurs à près de 40% composée de scientifiques travaillant sur le projet de terraformation de Vénus, les 60% restants se composant des techniciens et des manutentionnaires chargés de l'entretien de la station. Sa direction est en outre assurée par un comité d'éminence scientifique, lui-même dirigé par le chef de projet actuel de la station, Salim Canuste, un quarantenaire acerbe plutôt imbu de sa personne et ne supportant pas la compagnie d'individus aux connaissances trop réduites. Plébos est la seconde station orbitale de Vénus, et sa fonction est originellement de soutenir l'assainissement de la planète. Cependant, les importantes réductions de budget imposées par la Fédération suite aux guerres terramartiennes ont forcé Plébos à stopper son travail d'appoint, laissant Patros seul à la tâche. Aujourd'hui, dans ce contexte particulier, Plébos est devenu un avant-poste militaire lourdement armé, servant essentiellement de protection rapprochée à sa jumelle, mais aussi de port d'attache à sa petite flotte de guerre. Entièrement sous l'autorité de Patros, la station ne possède pas de directoire propre, et sa plus haute autorité se situe dans son état-major, n'obéissant qu'aux ordres de Salim Canuste. La colonie est par ailleurs relativement fidèle à la Fédération, mais tend depuis quelques années à se présenter comme une alliée plutôt que comme une simple propriété de celle-ci. De fait, la population de Patros, aussi bien que celle de Plébos, offre sa loyauté en priorité à ses dirigeants, n'acceptant de soutenir la Fédération que parce que cela peut avantager Vénus. En effet, il n'est pas dans l'intérêt général de s'opposer trop ouvertement à la Terre, car, n'étant pas entièrement en autarcie, la colonie reste relativement tributaire du soutien fourni par les Préators. De manière plus pragmatique, la puissance militaire réduite de Vénus fait qu'en cas de révolte trop appuyée, elle n'aurait de toute manière aucun moyen de résister à ne serait-ce qu'un dixième de la puissance militaire de la FPT. En tant que planète gazeuse, Jupiter ne possède évidemment pas de colonie de surface. Cela n'a pourtant pas empêché la Fédération de s'approprier les ressources de la géante, essentiellement sous forme de tritium, mais également via les minéraux en provenance de plusieurs de ses lunes. L'exploitation du système jovien, compte tenu de son éloignement, n'a cependant commencé que relativement tard, démarrant aux alentours de 45 après Warp, alors que Mars était déjà totalement terraformé. La première lune de Jupiter à avoir été conquise fut Europe, en grande partie du fait de son atmosphère composée essentiellement d'oxygène. Bien que les proportions de dioxygène sur Europe et la densité de son atmosphère ne soient pas adaptées à la vie humaine, cette grosse quantité d'oxygène et d'hydrogène disponible a largement facilité l'installation de bases autonomes à sa surface. Vint ensuite Ganymède, la plus grande lune de Jupiter, disposant comme Europe d'une atmosphère riche en oxygène sous toutes ses formes. Sa plus grande particularité reste cependant une magnétosphère similaire à celle de la Terre et la protégeant des radiations solaires. Nous trouvons enfin Io, la dernière colonie humaine installée à ce jour, et qui, à l'instar de Vénus, ne possède pas de base en surface, mais d'une simple station spatiale en orbite du nom de Hope.
De par leur installation récente, la plupart des colonies joviennes ne disposent presque pas d'infrastructures urbaines et ne se composent que de petites communautés, souvent familiales, n'ayant accès ni à l'instruction ni aux soins et vivant dans un isolement presque complet par rapport au reste de l'humanité. Le seul lien avec l'extérieur étant constitué de transactions avec les cargos en provenance des planètes telluriques et chargés d'échanger vivres et matériels contre la production minière de ces colonies lointaines. La première colonie du système jovien est avant tout une base minière centrée sur la collecte de l'eau, composant 90% de la masse du satellite et servant à alimenter les innombrables générateurs à plasma du système solaire. Comme Europe possède un climat assez atypique, dont les températures maximales avoisinent les moins 150 degrés, toute cette eau est contenue sous forme d'une couche de glace de plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur, sous laquelle se trouve un océan en grande partie inexploré. Ainsi, l'objectif principal des nombreuses carrières d'Europe est de découper et d'exporter de gigantesques morceaux de cette glace ultra dense pour en tirer les quelques bénéfices nécessaires à leur survie. Travailler comme mineur dans ces carrières est une tâche ingrate, extrêmement difficile et surtout très dangereuse. Bien qu'offrant un salaire non négligeable compte tenu des risques, de nombreuses personnes estiment comme une punition le simple fait de devoir travailler là-bas, et peu de monde accepte ce job sans y être totalement obligé. De fait, conduire les immenses machines de collecte d'Europe et travailler dans ces carrières de glace expose les mineurs aux températures extrêmes du satellite, et ils ne peuvent compter que sur leur combinaison thermo-isolante pour les protéger d'un froid qui pourrait les tuer en quelques minutes, gelant leur sang et leur fluide corporel aussi facilement que l'eau sous leurs pieds. On dénombre moins d'une centaine d'exploitations sur toute la surface d'Europe, chacune conduite par de petites communautés de quelques dizaines de personnes. Ainsi, la colonie ne compte officiellement qu'une population de 4000 habitants, ce qui en fait à l'heure actuelle l'un des foyers de peuplement les moins importants du système solaire. Si officiellement Europe est un territoire de la Fédération, en réalité la distance avec les mondes du centre lui procure une indépendance de principe, car souvent omise des préoccupations géopolitiques. Ainsi, la colonie et ses habitants ne s'occupent pas vraiment de la guerre qui secoue le reste de l'humanité, plus concentrés sur sa survie que sur le fait de savoir qui achète le produit de son labeur. Un bon exemple de ce positionnement est le terme de tellurique, utilisé de manière relativement péjorative par les Joviens pour désigner les habitants de la Terre et de Mars. La seconde colonie jovienne fut installée par une mission en partance de la planète rouge, à une époque où l'ingérence de la FPT commençait à attiser l'ire des Martiens. De fait, aujourd'hui Ganymède se tourne plus favorablement vers l'AMI que vers la Terre quand il s'agit de déterminer sa loyauté. Une loyauté qui n'a en outre pas une grande importance de l'avis de l'une ou l'autre des deux factions, puisque la lune de Jupiter est bien trop éloignée du conflit pour l'influencer véritablement. C'est la raison pour laquelle, au même titre qu'Europe, Ganymède se contente finalement d'ignorer la politique pour commercer avec quiconque accepte de lui acheter ses faibles ressources minières. En effet, Ganymède est l'une des colonies les moins rentables du système solaire, sa production se concentrant exclusivement sur l'eau dont le monopole est déjà tenu par Europe, ainsi que sur des hydrocarbures et autres composés carbonés, n'ayant plus grand intérêt à notre époque moderne. Et pour cause, de nos jours, l'intérêt principal de ces composés est rendu obsolète par la prépondérance de l'énergie plasma, et si l'on accepte des utilisations spécifiques, comme par exemple pour certains explosifs, ils n'ont malheureusement plus une grande valeur. Ceci est la raison principale pour laquelle Ganymède, malgré ses avantages similaires à ceux d'Europe, ne survit que difficilement sur le plan économique. Ses installations sont vétustes, voire même antiques, et ses habitants sont devenus par la force des choses les meilleurs ferrailleurs du système solaire. Malheureusement, leur situation précaire ne leur permet pas d'utiliser ce talent à autre chose que de tenter d'entretenir au jour le jour les machineries complexes qui les maintiennent en vie. Du fait de cette précarité, la population de Ganymède est officiellement inférieure à 2000 personnes, même si aucun recensement fiable n'est jamais venu corroborer cette information, essentiellement parce que peu de monde porte un véritable intérêt à cette colonie. La dernière colonie de Jupiter n'en est pas vraiment une, puisqu'il s'agit d'une simple station spatiale en orbite autour de Io. Essentiellement créée à but de recherche scientifique, Hope est à l'origine une mission martienne, lancée très peu de temps après celle visant Ganymède, ce qui en fait la colonie lointaine la plus loyale à l'AMI. Une loyauté qui cette fois-ci mérite d'être mentionnée, puisqu'en échange des attentions de Mars, Hope lui sert en grande partie de centre de recherche ainsi que de base de test pour ses nouvelles technologies. Elle bénéficie ainsi d'un fort soutien militaire et financier de l'AMI, et son éloignement fait qu'elle n'attire que peu l'attention de la Fédération, qui la considère comme une simple exploitation minière récupérant ce qu'elle peut sur sa lune volcanique. Une grave erreur de jugement que la station ne manque pas d'alimenter. Aujourd'hui, la population d'Io n'excède pas les 5000 habitants, ce qui en fait tout de même la colonie la plus peuplée du système jovien. Cette population se compose essentiellement de chercheurs, plus précisément dans les domaines de l'astrophysique et de la technologie Warp Drive, mais elle dispose également d'une forte proportion d'experts en biotechnologie.
Io est ainsi, au même titre qu'Hereditas, un centre technologique et scientifique de toute première importance, permettant à Mars d'espérer obtenir une avance technique sur la FPT à moyen terme. Un avantage non négligeable qui pourrait peut-être même compenser ses effectifs réduits par rapport à ceux de la Fédération. Hope dispose en outre de ses propres serres génétiquement améliorées, lui permettant de ne pas être dépendant de l'une ou l'autre des factions pour sa survie. De plus, elle possède de nombreuses installations médicales, dont elle n'hésite d'ailleurs pas à faire profiter ses voisines si une demande est formulée. Elle n'est à ce titre, et malgré son allégeance officielle à l'AMI, pas aussi ouvertement hostile à la Fédération que le reste de l'Alliance. Et généralement, ses dirigeants préfèrent juger des qualités personnelles de leurs visiteurs plutôt que de leurs origines ou de leur loyauté. Une pseudo-neutralité ayant tendance à exaspérer l'AMI, qui voit d'un mauvais œil que ses alliés fricotent si volontiers avec l'ennemi pour des raisons aussi triviales que l'éthique ou la morale. En dehors de celles orbitant autour de planètes ou de satellites, de nombreuses stations spatiales sont disséminées à travers le système solaire, habituellement sur des points de Lagrange. Leur rôle est généralement de sécuriser une zone clé pour éviter que l'ennemi ne prenne position à cet endroit, ou tout simplement afin de protéger un point de sortie warp connu contre les attaques de pirates. D'un point de vue civil, elles servent également de point de ravitaillement et d'escale pour les vaisseaux disposant des autorisations nécessaires pour accoster ces géantes solitaires. De fait, la majorité de ces stations sont en fait des bases militaires, disposant d'un armement lourd ultra perfectionné, capable d'éliminer le moindre vaisseau osant pénétrer dans leur champ de tir sans permission. Elles ne sont cependant pas invulnérables, et une attaque concertée, associant une flotte lourde à un ou plusieurs escadrons de chasseurs légers ou de méca-guards, peut rapidement exploiter leurs points faibles et arriver à bout de ces titans d'acier. Ainsi, il est plutôt rare qu'une station ne dispose pas d'une flotte de protection rapprochée afin de la soutenir en cas de raid ou d'attaque de masse. Ces escadrilles ne sont généralement pas aussi puissantes que des flottes expéditionnaires classiques, mais combinées à la puissance de feu des stations spatiales, elles sont capables de tenir tête à presque n'importe quel ennemi, et dans le pire des cas de gagner suffisamment de temps pour permettre à des renforts de venir retourner la situation. On dénombre à l'heure actuelle plus d'une dizaine de stations spatiales opérationnelles dans chaque camp, mais bon nombre d'entre elles, plus ou moins puissantes, sont cachées aux yeux de l'ennemi, et les chiffres réels doivent avoisiner le double de ceux ouvertement affichés par la Fédération et l'AMI. La plus célèbre station spatiale, en dehors de la station Warp, est sans doute le centre diplomatique interplanétaire. Cette base lourdement armée fut construite en 66 après Warp, et marque un changement majeur dans l'affrontement entre l'AMI et la FPT. En effet, le CDI est une construction commune des deux factions, placée à distance égale de la Terre et de Mars, et occupant le centre d'une zone de neutralité d'un rayon de près de 10 millions de kilomètres. Mis en place afin de bénéficier d'un lieu de médiation sécurisé et neutre entre les deux factions, un traité interdit à quiconque de déployer des forces militaires dans le secteur du CDI, traité jusque-là respecté par les deux factions, en tout cas officiellement. Le CDI, pour intercepter les intrus, est sous la protection d'un escadron de méca-guards de dernier cri, piloté par des Guardians d'élite provenant des deux factions en proportion égale. Ces Guardians ont en outre prêté serment de renier leur loyauté envers leur planète d'origine, ce afin d'accomplir leur mission au mieux, du moins est-ce le cas en théorie. Et le dirigeant de cet escadron fut choisi d'un commun accord entre la Fédération et l'AMI en la personne du colonel Kyosuke Hideka, ce même Guardian qui jadis dirigea la mission qui marquera le début des guerres terramartiennes. L'AMI accepta sans broncher que ce terrien prenne le commandement, car connaissant ses choix durant cette fameuse mission, la Fédération fut pour sa part ravie d'avoir l'un des siens à la tête de la station diplomatique. C'est d'autant plus vrai que la station est dirigée sur le plan politique par une terrienne, l'épouse même de Kyosuke, l'ancienne Guardian Izumi Kato. Si, officiellement, Kyosuke et Izumi sont libres de toute loyauté, en réalité la Fédération tente régulièrement de profiter de leur position pour récupérer tel ou tel avantage sur l'AMI. Cependant, le colonel est un homme droit et juste, aussi bien que son épouse, et bien qu'ils restent tous deux attachés à leur patrie d'origine, ils ne dépassent jamais les limites de leur serment, et ce malgré l'insistance parfois menaçante de leurs anciens supérieurs. Il existe un endroit dans le système solaire qui échappe aux règles et aux lois. Un endroit nimbé de rumeurs et de mystères, échappant continuellement aux efforts de la Fédération et de Mars, cherchant à mettre un terme à son influence néfaste. Cet endroit a porté bien des noms, mais le plus connu est la cité nomade, Oasistand. Oasistand est une station spatiale imposante, bien que sa taille n'ait rien de particulièrement notable à côté de mastodontes comme la station Warp ou le centre diplomatique interplanétaire. Mais ce qui fait sa particularité, c'est qu'il s'agit d'une station mobile, capable d'effectuer des sauts Warp, et ainsi d'échapper à quiconque voudrait la trouver. Et pour cause, la cité nomade est une zone de non-droit accueillant les pires individus du système solaire. Pirates, assassins, contrebandiers, mercenaires, autant de personnes soucieuses d'échapper à l'œil inquisiteur de l'autorité. Mais Oasistan n'est pas qu'un abri mobile pour les criminels, c'est également un écosystème à part entière, avec sa propre économie et ses propres codes.
Il n'y a rien qui n'existe et que l'on ne puisse pas trouver à Oasistan, pour peu qu'on y mette le prix, et que l'on ne craint pas de chercher la perle rare dans ce coupe-gorge insalubre. Cette société alternative, cependant, n'aurait pas survécu très longtemps sans un minimum d'organisation, et le ciment qui maintient toute cette lie hétéroclite prend la forme d'un quatuor de clans mafieux, chacun dirigé par un parrain du crime organisé que l'on nomme émir. Les émirs sont à la fois les dirigeants et les juges d'Oasistan, chacun ayant le contrôle absolu d'un des 4 quartiers de la station. Fait notable, le port ceinturant cette dernière est cependant administré d'un commun accord entre eux, faisant office de zone tampon entre les différentes familles. L'émir le plus influent d'Oasistan est surnommé le Vieux. C'est un homme nimbé de mystère qui n'a jamais été vu autrement que par un écran interposé et ne quittant jamais ses quartiers. Son visage est toujours plongé dans l'ombre, et tout ce que l'on sait de lui, c'est qu'il s'agit d'un homme âgé contrôlant l'organisation criminelle la plus puissante de tout le système solaire. Elle verse dans tout ce que la criminalité peut offrir de créatif, drogue, prostitution, esclavage, contrebande, extorsion, mais toujours de manière subtile. Quand l'organisation désire quelque chose, elle ne le fait jamais savoir en grande pompe. Elle sait être patiente, mais au final, elle obtient toujours ce qu'elle veut. Le second émir est un homme bien plus dynamique et direct. Connu sous le nom de Leroy le Véron, il dirige plusieurs groupes hétéroclites de mercenaires et de pirates. Il s'est fait un nom de par sa capacité à faire contracter énormément de dettes autour de lui, et rares sont les criminels qui n'ont pas à un moment ou à un autre de leur carrière eu affaire à celui qu'on surnomme parfois le créancier. Et de cause à effet, Leroy est certainement devenu l'un des mafieux les plus riches et influents du système solaire, où le monde étant au fait qu'il ne cautionne aucune excuse ni aucun retard quand il s'agit de recouvrer ce qu'on lui doit. La troisième émir est une femme du nom de Deborah Dawn. Ancienne prostituée, elle est parvenue, à force de ruse et de coups de force, à obtenir de plus en plus de pouvoir à Oasistan, jusqu'à arriver à la tête du trafic d'êtres humains le plus notable de la station, et sans doute de tout le système solaire. C'est également le cartel le plus spécialisé d'Oasistan, car Deborah ne verse dans rien d'autre que l'esclavage et la prostitution de luxe, sachant parfaitement comment convaincre d'autres de se salir les mains quand son organisation doit s'abaisser à d'autres secteurs d'activité. Le dernier émir est un homme du nom de Shenner Pti. C'est un personnage imposant et notablement repoussant. Il a fait sa fortune grâce à la production et la revente de diverses drogues de synthèse, et il possède de nombreux bordels et tripots dans tout Oasistan. Ce n'est pourtant pas quelqu'un de particulièrement impliqué dans la gestion de ses affaires, qui laisse volontiers à ses capots. En effet, Shenner Pti est surtout connu pour ses loisirs malsains et son goût prononcé pour les dérives sexuelles les plus innommables. Ce désintérêt pour les affaires de la station et cette réputation sordide en font l'émir le moins apprécié d'Oasistan, une gageure de son ignominie s'il en faut une, puisque capable d'attirer même le dégoût de personnages aussi dangereux que les autres émirs.